Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup. Il faut que j'utilise le micro peut-être. Ça va comme ça. Est-ce que vous m'entendez derrière? Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que moyennement? Il faut que j'utilise le micro. Celui-là? L'un des trois. Vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux. Alors, je vous remercie beaucoup de l'honneur totalement immérité que vous me faites en m'invitant ici. Je suis très heureuse, effectivement, de voir que une espèce de communauté stoïcienne se constitue et travaille. Et je remercie le public de s'être levé très tôt ce matin pour être présent ici et pour lire de beaux textes, notamment les textes de Sénèque. Donc, effectivement, ce que j'avais proposé de travailler avec vous, ou en tout cas d'explorer avec vous ce matin, c'était la valeur du temps, puisque c'est une notion qui me paraissait vraiment importante pour le coup, surtout par les temps qui courent, n'est-ce pas? On a un rapport au temps qui peut être parfois distendu, voire délétère. Et donc, j'ai proposé de travailler donc sur la conception du temps chez Sénèque. Une petite conversation avec Sénèque, on va voir qu'on aura besoin aussi un petit peu de Marc Aurèle pour comprendre ce qui est dit dans les textes stoïciens. Donc, mon exposé est constitué en 3 parties, si vous avez l'exemplier sous les yeux. Tout d'abord, une espèce d'accroche pour voir comment Sénèque nous enjoint de nous emparer de notre temps. Un retour sur la définition physique du temps chez les stoïciens. Et puis, enfin, une espèce de conclusion sur le temps vécu. Donc, voilà comment s'ordonne un peu mon propos. Donc, tout d'abord, la lecture des lettres à Lucilius nous plonge dans une conversation engagée entre le philosophe Sénèque et son ami Lucilius. Cette conversation se fait au jour le jour et au gré des événements de la vie. Sénèque, en bon ami et maître, prodigue encouragement et conseils, tout en s'épanchant parfois sur sa difficulté à être sage. Il est en effet à la fin de son existence et s'est retiré de la vie publique. Ces lettres ont été écrites entre 63 et 64, soit peu de temps avant la mort du philosophe qui surviendra en 65. Lucilius, pour sa part, est sensiblement du même âge, ils ont une dizaine d'années d'écart. Il occupe toujours, lui, des fonctions politiques de premier plan, puisqu'il est à cette époque procurateur de Sicile, et l'on peut supposer donc que les lettres viennent combler un éloignement géographique qui pèse aux 2 interlocuteurs, au sens où ils n'ont plus l'occasion ni le temps de se parler de visu. Les questions naturelles, qui sont écrites par Sénèque à peu près à la même époque, nous livrent en effet l'explication de ces lettres. C'est dans la préface au paragraphe 20. Il faut donc fuir le monde et se retirer en soi. Quoique nous soyons séparés par la mer, je m'efforcerai de te diriger au but meilleur en te prenant souvent par le bras. Et, pour que tu ne souffres pas de la solitude, d'ici, j'engagerai avec toi des conversations. Nous serons réunis par la meilleure partie de nous-mêmes, c'est-à-dire, évidemment, l'âme que l'on doit s'employer sa vie durant à améliorer. Donc, la conversation philosophique à laquelle nous assistons dans les lettres de Sénèque, c'est d'abord une manière de conjurer la distance, de lier 2 âmes par leur recherche commune du bien et du coup de continuer de passer du temps ensemble, puisque ce qui importe, nous dit Sénèque, ce n'est pas le corps absent de l'ami, mais plutôt sa présence par ses écrits, par ses lettres et par ce qui fait donc son propre, à savoir son âme. La première des lettres de Sénèque que vous avez sur l'exemplier, c'est votre texte 1, est notamment centrée sur le temps et sur l'urgence qu'il y a à occuper le temps correctement. Voilà ce que nous dit le tout début de cette correspondance. « Fais-le, mon cher Lucilius, revendique tes droits sur toi-même, et le temps que jusqu'ici on t'enlevait, on te soutirait ou qui t'échappait, recueille-le et préserve-le.
Persuade-toi qu'il en va comme je l'écris. Certains moments nous sont retirés, certains dérobés, certains filent. La partie la plus honteuse pourtant est celle que l'on fait par la perte la plus honteuse pourtant que l'on fait est celle que l'on fait par négligence. Veux-tu y prêter attention? Une grande partie de la vie s'écoule à mal faire, la plus grande à ne rien faire, la vie tout entière à n'être pas à ce que l'on fait. Arrivé à un moment de sa vie où le temps va effectivement très rapidement lui manquer, Sénèque centre donc son propos sur ce qu'il nous présente comme étant la valeur éminente du temps. Il nous accuse donc de ne pas être présents à ce que nous faisons et surtout de ne pas avoir compris que le temps est notre seule véritable possession. C'est ce qui semble apparaître dans le texte 2. Alors, j'ai choisi ce texte aussi parce qu'il fait écho à des textes d'Épictète ultérieurs, que vous allez reconnaître les formules sans doute. Tout nous est étranger, Lucilius, seul le temps est à nous. Tempus tantum nostrum est. Cette chose, fugace et glissante, est l'unique possession que nous est attribuée la nature, de laquelle pourtant nous expulse quiconque le veut. Et si grande est la sottise des mortels, que les objets les plus petits et les plus vils, du moins remplaçables, ils supportent de se les voir imputés quand ils les ont obtenus, alors que personne ne se juge redevable en quoi que ce soit du temps reçu, alors que c'est la seule chose qui, même en étant reconnaissant, ne peut être rendue. La traduction habituelle du texte, donc que ce soit celle des belles lettres, qui est celle de Noblo, ou bien la traduction GF plus récente de Jourdan Guéguerre, est la suivante. Le temps est l'unique bien dont la nature nous est confiée la possession. Comme vous le voyez, le texte latin dit simplement res, ce que j'ai fort courageusement rendu par chose. Ne pas trop m'avancer pour l'instant. De fait, en stricte orthodoxie stoïcienne, le seul bien, c'est la vertu, c'est-à-dire la disposition harmonieuse de l'âme. Toutefois, d'après ce texte 2, nous serions effectivement assez tentés de traduire le terme de res par bien, dans la mesure où Sénèque fait, dans ce texte, il me semble, une sorte d'analogue de la vertu. Il est l'unique chose qui soit mienne, ou que je possède, et, comme le dira plus tard Épictète, la seule chose dont nous sommes les possesseurs premiers, ce sont nos dispositions intérieures. Il est donc l'unique chose sur laquelle j'ai tout pouvoir, au sens où justement, je devrais le maîtriser en tant que mien, alors que je me laisse conduire comme s'il était étranger. Par ailleurs, le temps est souvent méprisé dans sa valeur réelle, au sens où il n'aurait aucune existence réellement apparente et serait comme la structure inapparaissante de nos actions, auxquelles on prête peu d'attention du fait de son inefficacité éventuelle. Donc, de la même façon que la vertu peut apparaître comme inessentielle ou inefficace sur la scène du monde, et pourtant elle a une valeur éminente, de même, le temps aurait cette disposition à disparaître de notre paysage mental. On pourrait même dire, si l'on regarde la toute fin du texte 2, qu'il est un bien encore plus précieux que la vertu, puisque, en stricte théorie sénéquienne, pour le coup, la vertu ou d'un acte vertueux, on peut être récompensé. C'est-à-dire que Sénèque va penser une structure circulaire d'échange des actes vertueux, donc d'échange des biens de personne à personne. Le fait d'être vertueux envers quelqu'un se paie de retour par la reconnaissance que celui qui a reçu le bienfait, justement, éprouve en face de son bienfaiteur. Donc on construit de ce fait une circularité vertueuse, donc un cercle vertueux qui s'entretient lui-même. La spécificité du temps, nous dit ce texte 2, c'est qu'il serait encore plus précieux comme bien que la vertu, puisqu'il vient démentir d'une certaine manière la structure habituellement appliquée aux actes vertueux, c'est-à-dire la circularité. Ici, ce qu'il nous dit, c'est que c'est la seule chose que, même en étant reconnaissant, on ne peut pas restituer.
De ce fait, Sénèque vient renverser ici, ou essayer de renverser, la valeur habituelle que nous attribuons au temps. Donc, comme on l'a vu, on n'y fait pas attention, et pourtant c'est notre bien le plus précieux. On le croit inessentiel, alors qu'il est tout ce que nous possédons en propre. Nous ne faisons aucun cas de notre temps, et encore moins du temps d'autrui, alors même que c'est la chose la plus précieuse que nous pouvons nous accorder à nous-mêmes, ou que l'autre peut nous accorder à nous-mêmes, en tant que partie, finalement, de son existence. Donc, le premier conseil qui est prodigué par Sénèque est sous forme d'avertissement. Nous gaspillons notre temps, nous le dépensons sans compter, comme si sa ressource en était infinie, ou comme s'il n'avait justement aucune valeur spécifique. Nous le dépensons à des activités inutiles ou frivoles, et pire, nous nous en laissons priver par de parfaits étrangers, en abdiquant ainsi nos droits sur nous-mêmes. Et effectivement, qui n'a jamais gaspillé une heure à rêvasser à quelque chose qui n'a aucun sens, qui n'a jamais gaspillé toute une après-midi à regarder un film qui s'avère parfaitement ridicule et inintéressant, alors que 1000 tâches plus importantes nous attendent, et qui n'a pas gaspillé son temps à pris dans les filets d'un fâcheux qui justement essaie de vous faire la conversation pendant très longtemps et dont on n'arrive pas à se dépêtrer, et dont par politesse on n'arrive pas à se défaire, alors qu'on sait même qu'on est en train de gaspiller la partie la plus précieuse que nous possédons, nous dit Sénèque. Donc il y a une espèce de paradoxe sur lequel nous invite à réfléchir Sénèque, et ça nous invite à réfléchir, nous philosophes, sur le statut ontologique de cette chose qu'est le temps. Donc, d'une certaine manière, Sénèque nous dit, alors par des phrases très violentes, à la Sénèque, une partie de la vie s'écoule à mal faire, la plus grande à ne rien faire, la vie tout entière à n'être pas à ce que l'on fait. Il dénonce ici l'absence à soi-même qui découle de notre rapport vicié au temps, en tout cas du fait que nous n'arrivons pas à lui accorder un statut droit. Donc il nous dit, regarde-y de plus près, cesse de t'absenter de ta propre existence et fais attention finalement à cette possession qu'est le temps. Donc, on trouve aussi chez Sénèque beaucoup de textes dans lesquels il stigmatise notre capacité à nous disperser. On se disperse dans des tas d'activités différentes, donc on fait tout mal, on fait tout à moitié, et finalement on se disperse soi-même. C'est ça qui nous intéresse ici. Donc cette étrange absence à soi-même serait due au fait qu'on est incapable de donner sa véritable valeur au temps. Pourquoi ? Alors, dans un texte que j'ai maladroitement fait sauter, c'est le paragraphe 2 de cette lettre 1, je m'en excuse, Sénèque nous donne une explication unique de cette absence à soi-même qui découle donc d'un rapport vicié au temps. Il nous dit la chose suivante, donc personne n'a compris qu'il meurt chaque jour, personne n'estime véritablement la valeur d'un jour, et notre erreur, donc voilà l'explication, notre erreur est de regarder la mort devant nous. En grande partie, pourtant, elle est déjà passée. Toute l'existence qui est derrière nous, la mort la tient. Donc, l'absence à soi s'explique par une cause unique, une disposition fautive face à la mort. Nous croyons qu'elle est devant nous, alors qu'en fait, elle est derrière nous. Donc Sénèque utilise ici, encore une fois, un procédé stoïcien très classique de renversement, un peu paradoxal quand même, de nos habitudes mentales, ou en tout cas des définitions habituelles que nous manipulons. Ce renversement consiste à dire que on renverse la définition classique de la mort comme terme à venir de notre existence, donc ce qui est devant nous, pour en exposer la définition assez étrange suivante, la mort est déjà passée. Donc nous n'avons rien à craindre puisque la mort a déjà eu lieu, elle est déjà derrière nous et d'une certaine manière, elle ne nous concerne pas. Alors évidemment, comment la mort pourrait-elle être derrière nous ou déjà passée ? Est-ce à dire que nous n'allons pas mourir, ce qui serait une excellente nouvelle pour un samedi matin pour le coup ?
ou bien est-ce à dire que nous sommes déjà morts, ce qui serait moins sympathique. L'énoncé paradoxal signifie, nous explique cette lettre, que la mort réside dans le temps dont nous ne disposons plus, donc dans les heures passées, dans les actions passées qui sont mortes en tant qu'elles sont absentes ou révolues. Dans notre moi passé, donc, déjà révolu et déjà mort, déjà inexistant d'une certaine manière. Donc le temps déjà échu, déjà dépensé, est de toute évidence derrière nous. Ce sont donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se représenter l'avenir, aller vers l'avant, comme si, justement, notre destination, notre temps, le temps dans lequel nous sommes vivants, c'est la projection vers l'avant. Faudrait-il alors, est-ce le conseil de Sénèque, que de se projeter vers l'avant et de faire des projets d'avenir à long terme, éventuellement? Ça n'est pas du tout le conseil qu'il va nous donner, puisque, au contraire, donc il ne faudrait pas se dépêcher de vivre au sens où le temps serait précieux et nous serait compté. Donc, ce qui nous lancerait dans une espèce de frénésie, justement, pour essayer de vivre rapidement tout le temps qui nous reste, sachant que déjà, on en a dépensé beaucoup. Le conseil de Sénèque, au contraire, est de dire « prends ton temps pour vivre le temps présent ». Donc, existe dans le temps qui est le seul qui t'appartient, qui est le seul qui soit tien. C'est « empare-toi de toutes tes heures, de la sorte, tu dépendras moins du lendemain quand tu auras mis la main sur aujourd'hui ». Donc, de manière assez claire, le fait d'avoir renversé la définition de la mort comme étant déjà passée ne nous conduit pas à nous projeter frénétiquement vers l'avant, mais bien à nous concentrer, au contraire, sur l'instant présent. Donc, le temps présent est notre unique possession, et pourtant, dit-il dans le texte 2, nous en chasse qui veut, et pourtant, nous n'y faisons pas attention, comme s'il était infini. Alors, cette caractérisation du temps comme notre bien le plus précieux est assez paradoxale quand on y réfléchit, étant donné donc la définition physique du temps qu'ont donné les stoïciens. Donc, dans la deuxième partie de mon exposé, je souhaite revenir avec vous sur ce statut ontologique du temps physique. D'abord, le temps physique au sens large du terme, et puis le temps cosmique qui est marqué par la thèse de l'éternel retour. Donc, en faisant ce détour par le statut ontologique du temps, on va pouvoir éventuellement mieux comprendre ce que veut nous signifier Sénèque lorsqu'il nous dit que le temps est notre bien le plus précieux ou bien la seule chose qui soit en notre possession. Donc, si nous regardons les définitions du temps, c'est la deuxième partie de votre exemplier. Tout d'abord, on constate, alors je vais partir du texte 5, c'est le début de la page 2, le temps est classé parmi les incorporels. Donc les asomata. Donc, comme vous savez, à l'intérieur de ce qui existe ou de ce qui est quelque chose, dans la catégorie des choses qui nous concernent, les ti, les stoïciens vont faire entrer deux classes d'êtres, donc les êtres, onta, au sens propre du terme, qui existent en tant que puissance d'agir et de pâtir, ce sont des corps. Et puis une catégorie que l'on appelle les incorporels, donc les asomata, qui sont des quelque chose sans pour autant exister au même titre que les corps. Alors, pour aller vite, on pourrait dire que pour décrire de manière exhaustive la structure du monde, les stoïciens veulent rendre compte de tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce monde. Donc, de manière assez simple, on voit bien qu'il y a des corps qui sont des puissances d'agir et de pâtir, parce qu'elles ont ces entités-là ont une efficacité causale sur le monde lui-même, dans ses effets et dans ses causes. Et puis, il y a d'autres éléments auxquels on n'arrive pas bien à assigner un statut ontologique précis,
qui justement ont, disons, une existence un peu secondaire ou accessoire ou un peu dégradée. C'est ce qu'ils appellent les incorporels. Alors, le meilleur exemple, on est les exprimables. Donc, parmi les incorporels, il y a le temps, l'espace, le vide et l'exprimable, le lectone. Les lecta, ce sont des énoncés ou bien des concepts. Par exemple, si je dis « aujourd'hui », je dis un mot qui renvoie bien à quelque chose. Donc, qui est bien à quelque chose. C'est bien un type qui existe dans le monde et qui nous sert à décrire correctement le monde. Pour autant, il n'existe pas du tout sur la scène du monde. Aujourd'hui ne renvoie à rien du tout, parce que c'est une étiquette mentale qui va renvoyer à tout un tas de réalités singulières. Donc, pour décrire correctement les choses, il nous faut donc cette catégorie d'êtres particuliers ou d'items particuliers qui sont les incorporels. Le temps appartient donc à cette catégorie-là. Donc, en tant qu'incorporel, donc ça a des conséquences majeures sur la manière dont on va penser le temps. En tant qu'incorporel, le temps n'est pas une puissance d'agir et de pâtir, ça n'est pas un corps. Donc, il n'a aucune efficacité causale sur la scène du monde. Il ne produit rien et il ne détruit rien. Donc, le temps n'est ni destructeur ni producteur. Il n'ajoute rien. Il est donc la manière dont on va se représenter une chronologie. D'où la deuxième définition dont nous avons besoin, ou la deuxième caractérisation. Vous la trouvez donc dans les textes 3 et 4, qui sont des définitions à proprement parler du temps. Le temps est le nombre du mouvement, comme le dit Zénon, la dimension de tout mouvement, sans autre qualification. Chrysippe dit que c'est la dimension du mouvement du monde. Et dans le texte 4, vous avez le temps est la dimension du mouvement selon laquelle on parle de la mesure de la vitesse et de la lenteur. C'est la dimension qui accompagne le mouvement du monde. Donc, d'une certaine manière, on retrouve une définition de type aristotélicien dans la mesure où le temps est lié au mouvement. Il n'existe pas en soi ou par soi, mais il est simplement le fait que le mouvement soit mesurable et même perceptible. Donc, Aristote va poser que donc le temps est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. Il est un nombre ou une possibilité de compter. Alors, du coup, chez Aristote, on pourrait dire que le temps est doublement relatif. Il est relatif au mouvement qu'il mesure et il est relatif à une âme qui compte. Dans la définition stoïcienne, on a l'abandon de cette deuxième spécification, c'est-à-dire que le temps est effectivement lié au mouvement, il est de fait lié au mouvement du monde, mais il n'est pas lié à une âme qui compte. Donc, la raison pour si on regarde bien la caractérisation du temps comme incorporel, on voit que le temps n'est pas un lectone, ce n'est pas un exprimable. Donc, ça n'est pas une espèce de construction logique qui sortirait de ma tête uniquement, et qui serait le fait de ma subjectivité. Il est une catégorie spécifique, donc une brique ontologique spécifique qui est nécessaire pour construire le monde tel qu'il est. Donc c'est la raison pour laquelle il est bien la dimension du mouvement. Il existe de manière séparée par rapport au fait que moi je le compte. Donc on a supprimé la relativité par rapport à l'âme qui compte, qui était le cas chez Aristote. Donc il y a bien un statut vraiment un peu étrange à saisir finalement du temps, qui est vraiment un quelque chose, et qui n'est pas juste une projection mentale, pour le dire un peu rapidement. Donc, si on regarde bien, il n'importe pas pour les stoïciens que le temps soit compté ou mesuré. Par contre, il est la structure dans laquelle on peut comprendre le mouvement. C'est un peu comme ça qu'on peut dire. C'est la dimension du mouvement. Parce qu'il est la dimension du mouvement du monde, il est éternel, puisque le mouvement du monde lui-même est éternel, ou plutôt, si on veut être précis, est sempiternel, dans la mesure où justement le temps est un cycle infini, ou toujours répété, d'événements identiques, comme on le verra avec la thèse de l'éternel retour.
Donc du coup, les stoïciens ne vont pas penser le temps comme le fait Aristote, comme une espèce de manière de déclencher un chronomètre. Pour Aristote, je compte, donc le temps est une série de démarrage et d'arrêt pour mesurer des mouvements et pour compter des mouvements, tandis qu'ici, donc on pense plutôt à un temps linéaire ou chronologique chez Aristote, tandis qu'ici, chez les stoïciens, on a vraiment un temps cyclique qui accomplit la dimension du mouvement éternel cyclique du monde. D'après le texte 4, nous avons un paradoxe à affronter une fois ces éléments posés. Donc Chrysippe va nous dire que aucun temps n'est complètement présent. Du fait de la divisibilité à l'infini, de même, le temps est sécable à l'infini. Par suite, aucun temps n'est présent en toute rigueur de terme. On l'appelle tel en un sens large. Donc pour résumer un peu rapidement l'assertion, on pourrait dire que aucun temps n'est complètement présent, et pourtant, dans la suite du texte, il dit aussi que seul le présent est le cas. Alors, la traduction est évidemment une espèce de copiage maladroit de l'anglais. C'est pour traduire uparkein et pour éviter de dire que le temps existe, puisque exister, donc einai, est le propre des corps, c'est-à-dire des puissances d'agir et de bâtir. En tant qu'incorporel, le temps n'existe pas, mais il subsiste, uparkein, et du coup, pour traduire le fait que le temps, seul le temps subsiste, on pourrait dire subsiste, on a le terme d'uparkein. Ensuite, on a une deuxième distinction qui vient de compliquer la tâche avec un autre verbe, uphistastai, auquel il faut donner une deuxième dégradation. Donc seul le présent, donc c'est la traduction Longuet Sedley, c'est-à-dire pèlerin, dans la traduction française, seul le présent est le cas, le passé et le futur subsistent, mais ne sont pas le cas. Donc le paradoxe est le suivant. Aucun temps n'est complètement présent, et pourtant le seul temps qui est le cas d'une certaine façon, c'est le présent. Conclusion, normalement, si le seul temps qui est le cas est le présent, mais qu'aucun temps n'est complètement présent, alors aucun temps n'existe vraiment, ne subsiste vraiment, ni n'est vraiment le cas. Donc on a une espèce de dégringolade ontologique du temps, et même du temps présent, c'est-à-dire de l'instant. Donc en strict termes physiques, on pointe le caractère inessentiel, évanescent, du temps, y compris dans son point qui serait l'instant. De ce fait, pourquoi pouvons-nous dire avec Chrysippe que le seul temps qui soit le cas, c'est le présent? C'est ce qui est expliqué à la fin du texte 4. Seuls les prédicats qui sont des attributs réels sont dits être le cas. Par exemple, se promener est le cas pour moi quand je me promène, mais n'est pas le cas quand je suis couché ou assis. Donc, pour être simple, le temps va récupérer une espèce de subsistance du fait qu'il est rempli par un mouvement, c'est-à-dire par une action. Donc, le seul point essentiel du temps est constitué par le fait qu'il est le lieu, l'occasion d'une action spécifique. D'une certaine manière, donc on comprend pourquoi, de fait, le conseil de Sénèque ne peut pas être de nous projeter vers l'avant, puisque se projeter vers l'avant ou se retourner vers l'arrière, vers le passé ou le futur, c'est se projeter vers les catégories les plus inessentielles et les moins existantes des catégories temporelles. La catégorie temporelle qui existe au premier chef, qui existe le plus ou qui est le plus pertinente, c'est justement l'instant présent qui, du coup, est le cas. Et il est le cas lorsque je l'utilise, d'une certaine manière. Donc, pour redresser notre conception du temps, il faudrait donc revenir à, pour le coup, une définition correcte du temps. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que
derrière le texte de Sénèque, qui nous paraissait paradoxal, comme attribuant une valeur essentielle au temps, ce qui serait contradictoire avec les énoncés, les définitions du temps physique, on peut dire qu'en réalité, il est en train d'appliquer très strictement les définitions du temps physique, en disant que le seul temps qui puisse nous concerner, c'est le temps qui est rempli par notre action présente et dans lequel, justement, la conscience, si on veut, existe véritablement parce qu'elle se saisit de ce temps au moyen d'un mouvement. J'espère que c'est clair ce que je veux dire. Donc, redresser notre rapport au temps consiste effectivement à appliquer strictement les définitions stoïciennes qui sont proposées ici. De fait, la thèse de l'éternel retour va aussi nous aider à redresser notre conception du temps. Et donc, c'est la deuxième caractérisation possible du temps physique, qui est non plus le temps en tant qu'item incorporel, mais plutôt en tant que temps cosmique. Donc, c'est ce que vous avez dans les textes 6 et 7. Alors, ce sont des textes qui sont bien connus. Donc, le texte 6, justement, présente la thèse de l'éternel retour telle qu'on la connaît d'habitude, c'est-à-dire donc le fait qu'à un moment, donc à certains moments fixés par le destin, le monde tout entier est livré à l'embrasement. Donc, c'est la conflagration finale, l'embrasement final du monde, qui fait que le monde se détruit complètement par le feu pour renaître tel un phénix. Je vous ai indiqué un second texte, qui est un texte de Sénèque également, qui est une seconde version, si l'on veut, de l'éternel retour, qui cette fois n'est pas une conflagration, au sens où j'aurais un embrasement, mais qui est une période diluvienne, donc c'est le déluge universel. Donc c'est les deux versions que nous pouvons avoir de la conflagration de l'éternel retour, ou du fait que le monde se détruit. C'est la version diluvienne présentée par Sénèque. Donc effectivement, dans certains textes, il est dit que la substance qu'est le Dieu, qui initialement est tout entière contenue dans l'humide, on trouve ça en Diogène Laërce 736 je crois, la substance du Dieu tout entière contenue dans l'humide va retourner à cet état premier d'humidité, ce qui va produire un déluge universel, le fait que la totalité du monde va être recouvert par les eaux, et on va avoir une disparition totale du monde dans l'élément qu'est l'eau, et puis une renaissance du monde à partir justement de l'élément premier qu'est l'eau. Alors, ça c'est juste le texte 7, avec pour objectif de vous montrer, parfois on focalise sur l'embrasement, alors qu'effectivement on trouve aussi l'idée du déluge. Quel est l'objectif de cette théorie de l'éternel retour ? C'est de montrer la régularité infinie du mouvement et le fait que rien de nouveau, jamais, ne se produit sur la scène du monde. Donc, encore une fois, le temps dans son déroulement n'est ni destructeur ni producteur d'aucun élément nouveau, mais que c'est simplement le déploiement naturel de la semence du Dieu qui fait que le mouvement se déroule tel qu'il doit se dérouler et que rien n'apparaît jamais d'inédit dans la chaîne des causes. Donc, d'une certaine manière, la thèse de l'éternel retour nous aide à nous projeter sur la scène d'un temps cosmique dans laquelle ou sur laquelle rien ne se produit jamais de manière inédite, mais sur laquelle justement, ou à partir de laquelle justement nous sommes invités à nous concentrer sur ce qui se produit maintenant de notre propre point de vue ponctuel. Puisque de toute façon, la chaîne des causes est telle que rien de nouveau n'apparaîtra jamais, et que de toute façon, le cheminement est universel et nécessaire. De fait, il ne sert de rien de se projeter dans un temps qui serait chronologique et producteur. Je pense que c'est ça, véritablement, l'usage pratique que l'on pourrait faire de la thèse de l'éternel retour. De fait, si on revient à l'application
dans le temps vécu de cette thèse de l'éternel retour, on trouve beaucoup de textes de Marc Aurèle cette fois, donc nous allons converser cette fois avec Marc Aurèle. Donc c'est la dernière partie de mon exemplaire, la partie 4, où on trouve justement des préconisations de méditation sur le temps cosmique et sur la fluence du temps cosmique. C'est ce que vous avez dans le texte 12 et 13. Alors, il y en a beaucoup des textes. Je vous les ai mis parce que je trouve que vraiment c'est très parlant et que c'est intéressant de les avoir un peu tous en même temps sous les yeux, même si on ne va pas tous les discuter. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est notamment ce que le texte 12 va résumer de manière un peu concentrée. Donc, n'agis pas comme si tu devais vivre des milliers d'années. L'inévitable est sur toi suspendu. Tant que tu vis, tant que cela t'est possible, deviens homme de bien. Tout s'écoule, c'est le texte 8 également qui est important. Médite la rapidité avec laquelle passent et se dissipent les êtres et les événements. La substance est un fleuve en perpétuel écoulement, donc tout se transforme continuellement. Rien n'est stable, tout s'évanouit. Et donc, on pourrait faire, mais que faire alors, une fois que nous avons posé que rien n'est stable et que tout s'évanouit? Eh bien, justement, le texte 9 nous dit, quand tu devrais vivre 3 fois 1000 ans, souviens-toi que nul ne perd une vie autre que celle qu'il vit, et nul ne vit une vie autre que celle qu'il perd. La vie la plus longue revient à la vie la plus courte, le temps présent est le même pour tous, le temps disparu est infiniment réduit. On ne peut perdre ce que l'on n'a pas, ni le passé ni l'avenir. Et c'est donc la conclusion du texte 9, c'est du seul présent que l'on peut être privé, puisque c'est le seul présent qu'on a et qu'on ne peut perdre ce qu'on n'a pas. Et si vous regardez le texte 10, l'âme est capable de se placer d'une certaine manière dans la position de l'âme du Dieu, en s'affranchissant du temps chronologique pour se replacer dans l'identité du présent qui va résumer tous les temps. Donc le présent que je suis en train de vivre maintenant, c'est justement ma capacité à faire fonctionner la thèse de l'éternel retour comme une possibilité de négation de l'importance de tous les temps successifs ou chronologiques pour me faire prendre conscience de l'importance unique du temps présent. Donc c'est ce que nous dit le texte 10. Elle plonge dans l'infinité du temps éternel, donc aion, qui n'est pas du tout le temps chronologique, chronos. Elle embrasse tout, elle fait le tour de tout. Elle a vu tout le passé et tout l'avenir dans l'identité du présent. Donc, ce que ça nous invite à faire, c'est ce que nous disait Sénèque, c'est-à-dire concentre-toi sur le point qui est le tien, celui de l'âme qui pense, c'est-à-dire le point présent de ta pensée présente. Donc, du coup, une fois que nous avons fait fonctionner la thèse de la fluence, de l'instabilité radicale des choses, on peut dire, puisque tout s'écroule, puisque tout coule, rien n'est stable, et rien n'est stable si ce n'est le temps présent, et rien n'a d'importance véritable si ce n'est le temps présent. Donc c'est ce que vous trouvez notamment dans le texte 13. Chaque jour fait voir à l'homme combien peu de choses il est. Il nourrissait des projets éternels, le voici contraint de regarder vers la mort. Alors c'est un texte aussi qui est très long de Sénèque et qui est intéressant par le fait que, pour le résumer très vite, finalement, ce que nous dit Sénèque, il prend l'exemple de Sénétion qui a passé son temps à organiser son existence et à prévoir ou à planifier ce qu'il allait faire après. Donc il a fait ce que nous faisons tous finalement. Il a cherché à accroître sa fortune, il est allé sur les mers, sur les terres, pour essayer de rassembler le plus de biens, de champs possible,
pour se faire un patrimoine, pour se faire une influence politique. Et il a essayé de toutes ses forces d'être un homme de bien, donc de se projeter aussi dans la vie morale, qui serait le fait d'un stoïcien, justement. Et tout à coup, un soir, il est mort. Donc Sénèque en tire une leçon pour dire, voilà, finalement, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et Sénècion s'est trompé dans son rapport au temps parce qu'il a cru qu'il fallait se mettre dans un temps chronologique de planification. Planifier, c'est oublier que le seul temps dont nous disposons vraiment, c'est l'instant présent, l'instant de notre action présente. Du coup, la dispersion de soi dans la chronologie, le fait de perdre sa vie à organiser les événements ultérieurs, l'affairement dans tous les sens, même avec un but de vertu, est une espèce d'erreur épistémologique parce que nous ne voyons pas que nous oublions, du coup, de nous concentrer sur le mouvement actuel. Alors, je terminerai par une petite remarque sur la différence qui peut exister entre la représentation aurélienne du temps, qui est marquée par l'affluence, la dispersion absolue, et donc éventuellement la dispersion de l'individualité dans le fait que je dois me représenter mon absence, finalement, en tant que sujet constitué. Et puis, Sénèque, qui lui, pourtant, va insister sur le fait qu'il faut continuer de construire sa personne, sa personnalité, et que, alors c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, précisément, à travers le temps, Sénèque continue de nous parler. Donc, à travers sa correspondance, il adopte en effet une posture assez singulière qui pourrait aussi paraître une espèce de contradiction ou de paradoxe, dans la mesure où il dit que, en écrivant les lettres à Lucilius, il n'a pas simplement pour objectif de faire progresser son ami Lucilius, un de ses objectifs, il a un second objectif qui est de parler à la postérité. Il nous parle à travers le temps, donc il s'adresse par le biais de Lucilius à nous qui le lirons, puisqu'il dit, dans la lettre 21 notamment, j'ai de quoi faire durer les noms que je porte avec moi à travers le temps. Il a promis de fait à Lucilius une gloire impérissable. Alors, est-ce une contradiction de dire que la parole de Sénèque va perdurer à travers le temps? Et est-ce une erreur de la part de Sénèque que de se projeter dans l'écriture de ces lettres avec l'idée qu'il va être lu dans les temps ultérieurs par des consciences qui vont le découvrir? On pourrait dire l'exercice même de la lecture et l'exercice même de l'écriture est un exercice qui se fait dans le temps présent et dans la pointe ontologique, justement, de l'existence d'une vertu ou d'une pensée à l'intérieur d'un instant précis. D'une certaine manière, la position de Sénèque, qui se porte vers un message de postérité, est encore une fois cohérente avec les principes stoïciens, dans la mesure où il ne fait que nous redire que son exemple ou ses leçons édifiantes, elles valent au moment où il les écrit et elles valent au moment où on les lit, c'est-à-dire au moment où une âme se saisit dans le présent d'un contenu intellectuel spécifique. Donc, d'une certaine façon, seul le moment de la lecture et de l'écriture vaut, et par ricochet, il vaudra de toute éternité. Je terminerai un peu de manière grandiloquente en disant que seule la philosophie procure la vraie gloire pour Sénèque, et la survie de son nom à travers les siècles est due au fait que seul le philosophe, d'une certaine manière, maîtrise le temps parce qu'il est le seul à lui en avoir restitué, comme j'ai essayé de vous le montrer par les textes précédents, sa véritable valeur. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, j'adore Sénèque. Quand il dit en faire trop notre temps, j'ai envie de remplir mon calendrier, mon agenda complètement.
complètement, puis calme nos ardeurs pour dire non, mais il faut d'abord vivre le moment présent. Il est très très fort. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour, je vous remercie. Juste une question sur la critique de la planification que vous avez faite à la fin. Parce qu'il nous semble que le seul vrai bien est la vertu. Or, l'activité vertueuse peut nécessiter de se projeter dans le temps. Or, du coup, les stoïciens prennent l'image vraiment d'une cible avec une flèche et que le vrai bien, c'est pas forcément d'atteindre. Enfin, le vrai bien est dans la visée, en fait. Dans le fait de bien viser. Et donc, celui qui planifie l'action vertueuse et qui meurt avant d'avoir pu la mener à bien, on pourrait dire, certes, il n'a pas bien profité de son temps dans la planification, mais son action était déjà bonne par elle-même, vu qu'il était dans la visée. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une réhabilitation possible de la planification, vu que même si on ne parvient pas à notre bien, dès lors qu'on est dans la visée juste, on est déjà dans la vertu et déjà dans le bien. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette question très importante. Effectivement, alors, Sénèque ne va pas dire du tout ne fais rien, reste à contempler ton instant présent sans ne rien faire. Et il y a des moments où nous sommes appelés justement par l'existence à essayer de planifier un minimum l'action à venir. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, chez les stoïciens, c'est qu'ils nous disent toujours une chose et son contraire, avec l'idée qu'il faut essayer de tenir tous les fils à la fois. Ce que veut nous dire Sénèque lorsqu'il dit qu'il critique d'une certaine façon la planification, c'est qu'il nous alerte contre l'écueil de la dispersion. Donc, je ne fais que retarder le moment où j'agis ou retarder le moment où je vis parce que je mets en place des éléments successifs en me mettant dans la chronologie. Et se mettre dans la chronologie, c'est aussi un peu adopter, je trouve, une perspective aristotélicienne, à savoir, je fais quelque chose parce que je veux que ma flèche atteigne la cible. Il faut que mon action soit réussie et efficace sur la scène du monde. Donc, je veux planifier toutes les étapes et finalement, je me projette plus dans le résultat que dans le chemin que je parcours pour atteindre ce résultat. Et ce que nous dirait Sénèque, c'est bien sûr, il faut se projeter vers un résultat, mais toujours se rappeler que d'abord, je peux être arrêté dans mon processus par justement la fortune. Ensuite, je peux me disperser, donc ces étapes successives. Et enfin, ce qui est important, comme vous l'avez rappelé, ce qui est le plus important, c'est à chaque moment de se disposer de manière droite et de faire exactement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Donc, d'une certaine manière, comme vous le savez, je défends justement un stoïcisme qui est un stoïcisme de l'engagement et du combat. Donc, pas du tout un stoïcisme qui serait dans le retrait et dans la tranquillité intérieure de la citadelle. Mais ce qu'ils nous disent, c'est que pour être efficace aussi sur la scène du combat, il faut réussir à ne pas oublier les principes théoriques desquels nous venons, ou sur lesquels nous nous appuyons. Et le principe théorique sur lequel on s'appuie, c'est, peu importe que j'atteigne le résultat ou pas, l'essentiel est dans ma visée. Donc, peu importe finalement la chronologie, l'essentiel est ce que je fais maintenant. Alors, évidemment, c'est une posture un peu acrobatique, hein, je le reconnais tout à fait. Et lorsque Épictète nous dit « si tu veux faire cela, figure-toi bien toutes les étapes successives que tu devras passer, et donc sois bien d'accord avec toi-même que vraiment c'est ça que tu veux faire et c'est par là que tu veux aller », il nous place un peu quand même dans la chronologie. Donc, il nous met en face de notre entreprise de planification. Mais je pense que justement l'intérêt de la position stoïcienne, c'est de dire les deux choses à la fois, c'est-à-dire engage-toi, mais quand tu t'engages, veille à ne pas te perdre dans le processus dans l'engagement, et quand tu t'engages dans la planification, veille à ne pas te disperser. Je ne sais pas si vous êtes content avec cette réponse.